Bonjour à tous. Le deuxième chapitre des ondes. Ondes mécaniques progressives périodiques. Et on commence par définir l'onde mécanique progressive périodique. La définition. Une onde progressive et périodique, c'est l'évolution temporelle de chaque point du milieu de propagation est périodique. On a déjà défini l'onde mécanique dans le chapitre précédent. Dans ce chapitre, la définition, ça consiste à préciser la signification de périodique. Donc périodique, on dit que l'onde progressive est périodique si chaque point du milieu de propagation est périodique. Je vous explique ça en utilisant la simulation d'une onde qui se propage le long d'une corde. Dans cette simulation, la corde en rouge, je crée une onde. C'est une onde progressive, mais elle n'est pas périodique. Pour que ça soit périodique, il faut que chaque point du milieu ait une évolution périodique. Donc, par exemple, le point S qui est la source, il fait un mouvement de va-et-vient autour de ce point d'équilibre. Donc, le point S, la source, monte jusqu'à une certaine hauteur, puis descend et revient à sa position. La source S monte vers le haut, puis descend vers le bas et revient à sa position initiale. Là, on a une période. On remarque que chaque point du milieu de propagation, c'est-à-dire de la corde, a un mouvement périodique. Par exemple, ce point bleu, quand le front de l'onde arrive à ce point, le point monte vers le haut, descend vers le bas, puis revient à sa position initiale. Donc, il a accompli une période. On a dit donc dans la définition que l'onde est périodique si l'évolution de chaque point du milieu de propagation est périodique. Je vous ai donné l'exemple de l'onde qui se propage le long d'une corde. On peut aussi citer l'exemple de l'aspect de la surface de l'eau. Montre une onde progressive périodique, c'est la source est munie d'un mouvement périodique. Sur cette simulation d'une cuve à onde, on a là la surface de l'eau, la source qui est reliée à un vibreur qui effectue un mouvement périodique. On obtient une onde progressive périodique le long, ou bien sur la surface de l'eau. Grand 2, onde mécanique progressive sinusoïdale. La définition. Une onde mécanique progressive est dite sinusoïdale si l'élongation d'un point du milieu de propagation est une fonction sinusoïdale du temps. Y de t égale ym cosinus de pi sur grand T fois t plus phi. Le point du milieu de propagation vibre entre deux positions d'élongation ym moins ym. On appelle ym l'amplitude de l'onde. T, la période. Phi, la phase à l'origine des dates. À l'origine des dates, c'est-à-dire à t est égal à 0. Donc phi dépend de la manière dans laquelle la source vibre à t est égal à 0. Petit 2. Onde progressive sinusoïdale le long d'une corde. L'expérience. Pour créer une onde périodique le long d'une corde, on a besoin d'un vibreur qui est relié à la source. La source a un mouvement périodique qui se propage le long de la corde. Donc, dans le dispositif, on a le vibreur qui donne à la source un mouvement périodique et qui se propage le long de cette corde tendue. On place à ce niveau du coton pour que l'onde ne suive pas une réflexion, c'est-à-dire pour que l'onde ne retourne pas dans le sens opposé. On constate
que l'allure de la corde est floue. Pour étudier un phénomène périodique flou, on utilise un appareil qui s'appelle le stroboscope. Le stroboscope est un appareil qui émet des éclairs, un certain nombre d'éclairs par seconde, qu'on appelle la fréquence du stroboscope, qui est affichée sur cet écran. On peut ajuster cette fréquence en utilisant les deux boutons. On éclaire la corde à l'aide du stroboscope, un certain nombre de cordes, et selon la fréquence du stroboscope, on peut voir 2, 3 cordes ou 4 cordes. On règle la fréquence du stroboscope jusqu'à ce qu'on obtienne une seule corde. Une seule corde immobile. Donc là, on a une immobilité apparente de la corde à cette fréquence. Quand on met en marche le stroboscope, on observe. Pour mieux comprendre ce phénomène, on utilise un disque qui contient une tâche. Le disque tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. J'utilise maintenant l'éclairage du stroboscope. Là, on a le stroboscope. Quand on l'éclaire avec le stroboscope, on observe soit une seule tâche qui tourne dans le sens réel, ou bien une tâche qui est immobile, ou bien 3 tâches, ou bien 2 tâches. Cela dépend de la fréquence du stroboscope. L'explication du phénomène. On a un disque sur lequel on met une tâche. Le disque tourne dans ce sens. J'éclaire le disque avec un stroboscope qui a une fréquence NE. La fréquence du disque est N. Si par exemple la fréquence du disque est égale à 100 Hz, je choisis une fréquence NE du stroboscope qui est légèrement supérieure à celle du disque. Je choisis par exemple 101 Hz. Donc dans ce cas, on peut dire que le stroboscope est plus rapide que le disque. Donc le premier éclair va montrer la tâche dans cette position, mais le deuxième éclair va le montrer dans cette position, avant d'atteindre la position initiale. Le troisième éclair dans cette position, le quatrième dans cette position, etc. Donc on observera un mouvement apparent de la tâche dans le sens inverse du sens réel. Si maintenant la fréquence du stroboscope est légèrement inférieure à celle du disque, 99 Hz par exemple, dans ce cas, le premier éclair va montrer la tâche dans cette position, mais le deuxième éclair, puisque le stroboscope est plus long que le disque, il va le montrer dans cette position. Le troisième éclair dans cette position, ainsi de suite. Et on observera un mouvement apparent dans le même sens que le mouvement réel. Si maintenant la fréquence du disque est égale à la fréquence du stroboscope, 100 Hz, dans ce cas, les flashs du stroboscope vont flasher la tâche dans la même position. Et on observera une seule tâche apparemment immobile. De même, si la fréquence du disque est 200 Hz ou 300 Hz, 400 Hz, etc. C'est-à-dire si n est le double, le triple, le quadruple, etc. C'est-à-dire si n est égal à k fois ne. Dans ce cas, si par exemple n est égal à 200, cela veut dire que la tâche va faire 2 tours avant d'être éclairée une autre fois par le stroboscope. Si la fréquence est de 300,
la tâche va faire 3 tours avant d'être éclairée par le stroboscope, etc. Maintenant, la fréquence du stroboscope est le double de celle du disque, 200 Hz. Dans ce cas, le premier éclair ou bien le premier flash va atteindre la tâche dans cette position et le deuxième flash va l'éclairer dans cette position. Et on va observer 2 tâches. Si la fréquence du stroboscope est 300 Hz, on observera 3 tâches. Et si la fréquence du stroboscope est égale à 400 Hz, on observera 4 tâches. C'est-à-dire, si NE égale à K fois N, on observera K tâches. Le nombre de tâches est K. Le but de l'utilisation du stroboscope est d'immobiliser la tâche. Donc, pour immobiliser la tâche, il faut que les 2 fréquences soient les mêmes, ou bien que la fréquence du disque, N, est égale à K fois la fréquence du stroboscope. On continue donc petite expérience. Quand la lame vibre à une fréquence N est égale à 100 Hz, la corde est floue. En utilisant le stroboscope à une fréquence NE égale 99 Hz, on obtient un mouvement apparent lent dans le sens de propagation de l'onde. Et dans le sens inverse pour NE est égal à 101 Hz. Quand on règle le stroboscope sur la valeur NE égale à N égale à 100 Hz, la corde semble apparemment immobile. C'est ce qui nous intéresse. C'est d'immobiliser la corde pour l'étudier. Une remarque à propos du mouvement qu'on a dans le phénomène périodique. Si les 2 fréquences ne sont pas les mêmes, eh bien le mouvement apparent est soit dans le sens du mouvement réel ou bien dans le sens inverse. Et ce mouvement a une certaine fréquence qu'on appelle la fréquence apparente. Donc la fréquence du mouvement apparent est NA est égale à la fréquence du phénomène moins la fréquence du stroboscope. NA est positive quand le mouvement apparent ralentit dans le sens et dans le sens réel. NA inférieur à 0 veut dire que le mouvement est dans le sens inverse, le mouvement apparent. La corde semble apparemment immobile si N est égal à K fois NE, avec K appartenant à N. Petit b, longueur d'onde progressive, la définition. La longueur d'onde est la distance parcourue par l'onde pendant la période t. On sait que la vitesse est la distance parcourue pendant une certaine durée delta t. Dans notre cas, pendant la durée t qui est la période, la distance parcourue, on la représente par lambda et on l'appelle longueur d'onde. Donc, V égale lambda sur t. On peut écrire aussi lambda égale à V fois t. Et on sait que la fréquence n égale à 1 sur t, ou bien t est égal à 1 sur n. Donc on peut remplacer t par 1 sur n. Donc lambda est égal à v sur n. Lambda, la longueur d'onde progressive, v, vitesse de propagation de l'onde, et n, fréquence de l'onde progressive. Sur la simulation de la corde, la période t est la durée dans laquelle la source S monte vers le haut, descend vers le bas, puis revient à sa position initiale. Je vais réaliser une période en ralenti. Donc la source monte vers le haut, descend vers le bas, puis revient à sa position initiale. Et j'arrête. Donc là, on a
une période. Durant cette période, l'onde parcourt une distance. Cette distance, c'est la longueur d'onde. Donc la longueur d'onde de ce point jusqu'à ce point. Donc c'est cette distance. Je décompose le mouvement du point S en 4 parties. La première partie, quand il monte vers le haut. Donc c'est le quart de période. Donc là, le front de l'onde parcourt une certaine distance qui est cette distance. C'est le 1/4 de lambda. Lambda sur 4. La source S revient à sa position initiale. Quand elle revient à sa position initiale, la distance parcourue est la moitié de lambda, lambda sur 2. Et la période, c'est t sur 2. La source S ensuite descend vers le bas. La distance parcourue, c'est 3 lambda sur 4, c'est-à-dire 3/4 de lambda, et la période est 3t sur 4. Quand la source S revient à sa position initiale, la période est t, et la longueur ou bien la distance parcourue est lambda. On vient donc d'analyser le mouvement de la source S. À t est égal à 0, la source S est dans sa position initiale. À t est égal t sur 4, la source monte vers le haut. Et le front de l'onde parcourt un carreau. À t est égal à t sur 2, la source descend vers sa position initiale. Et l'onde parcourt 2 carreaux. À t est égal à 3t sur 4, la source descend vers le bas et l'onde parcourt 3 carreaux. À t égale grand T qui est la période, l'onde parcourt 4 carreaux qui est la longueur d'onde. Et bien sûr, la source revient à sa position initiale. Vous pouvez remarquer que la source S, quand elle vibre vers le haut, à t est égal à 0, remarquez le front de l'onde, c'est-à-dire l'avant de l'onde, elle a toujours la même forme. Elle ne change pas. Donc on dit que le front de l'onde est convexe. Malheureusement, dans cette simulation, on n'a pas le cas où la source S vibre vers le bas. Si la source S vibre vers le bas à t est égal à 0, le front de l'onde sera concave, c'est-à-dire l'inverse. Remarque, le front de l'onde dépend de la vibration de la lame à t est égal à 0, c'est-à-dire de la source. Si la lame vibre à t est égal à 0 vers le haut, le front de l'onde est convexe, la forme convexe. Si la lame vibre à t est égal à 0 vers le bas, le front de l'onde est concave. Concave. Application. Sachant que dans l'expérience précédente, la lame vibre à t est égal à 0 vers le haut, avec une période t égale à 20 millisecondes. Premièrement, on représentait l'allure de la corde à l'instant t est égal à 70 millisecondes. Puis, deuxièmement, à l'instant t' égale 45 millisecondes. La réponse. Je dois d'abord calculer le nombre de périodes durant la durée t est égale à 70 millisecondes, sachant que la période t est égale à 20 millisecondes. Donc le nombre de périodes est t sur t, c'est-à-dire 70 sur 20
qui est égal à 3,5 périodes. Si par exemple l'onde parcourt 4 carreaux, c'est-à-dire 4 divisions, durant la période t, ce qui signifie que 4 divisions, c'est la longueur d'onde. Dans ce cas, dans 3,5 t, il va parcourir un certain nombre de divisions qui est x divisions. Donc x est égal à 4 fois 3,5 qui est égal à 14. Donc x est égal à 14 divisions. Donc durant la durée 70 millisecondes, l'onde va parcourir 14 divisions, c'est-à-dire 14 carreaux. Donc si par exemple ce point est la source S, l'onde va parcourir 14 carreaux, c'est-à-dire va arriver à l'instant t est égal à 70 millisecondes, il va arriver à ce point. Je représente maintenant 3,5 périodes. 3,5 périodes, donc là, l'onde n'a pas encore arrivé. Chaque période, 4 carreaux. Donc, les 4 carreaux, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, la représentation. On a déjà dit que la source S se déplace vers le haut à l'instant t est égal à 0. C'est-à-dire, le front de l'onde est convexe. Une remarque très importante, c'est que la source n'est pas obligatoirement dans cette position. Le front de l'onde ne change pas. Dans notre cas, il est convexe. Mais la source, elle se déplace verticalement. Et on ne sait pas quelle est sa position. Donc, j'efface la position de la source. Je représente maintenant l'allure de la corde. La première période, la deuxième période, la troisième période et la moitié d'une période. Donc, la source S, à l'instant t est égal 70 millisecondes, et elle se trouve à sa position initiale. Je procède de la même manière dans la deuxième question. Dans la deuxième question, à l'instant t' est égal à 45 millisecondes. Donc, à cet instant, je dois d'abord calculer le nombre de périodes qui est t' sur t, qui est égal à 45 divisé par 20, égale 2,25 périodes. Durant ces 2,25 périodes, l'onde va parcourir 2,25 fois 4 divisions, c'est-à-dire 9 divisions, 9 carreaux. Donc 9 carreaux, si la source est dans cette position, les 9 carreaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, l'allure de la corde à cet instant, première période, la deuxième période et le 1/4 de période, c'est-à-dire la source à l'instant t est égal à 45 millisecondes va se situer là en haut. Troisièmement, onde progressive sinusoïdale sur la surface de l'eau. Petit a, l'onde circulaire. On crée une onde circulaire dans une cuve à ondes en éclairant la surface de l'eau à l'aide d'un stroboscope. Pour que l'onde sur la surface de l'eau apparaisse immobile, on utilise un stroboscope à condition que la fréquence du stroboscope soit égale à la fréquence de l'onde. On obtient donc l'aspect suivant.
Donc on a des cercles de même centre, cercle concentrique. On peut représenter l'allure de la surface avec cette coupe transversale, la longueur d'onde et la distance entre deux crêtes successives, c'est-à-dire entre deux lignes successives. Cette ligne et cette ligne. Application. À la fréquence n égale à NE égale à 250 Hz. NE, la fréquence du stroboscope, et N, la fréquence de l'onde. On obtient l'immobilité apparente de l'onde progressive, on mesure la longueur d'onde, bien sûr on la mesure à l'aide d'une règle, on trouve lambda est égal à 1 cm. Calculer la vitesse de propagation de l'onde sur la surface de l'eau. Donc là, pour répondre à la question, il suffit d'appliquer la relation. Donc la solution, c'est que V est égal à lambda fois N. On a déjà vu cette relation. L'application numérique, je remplace lambda 1 cm, je la convertis en mètres, 10-2 mètres. N, la fréquence 250 Hz, donc c'est 2,5 mètres par seconde. Petit b, onde rectiligne. Pour obtenir une onde rectiligne, on peut utiliser une règle qui est reliée à un vibreur. Lors des vibrations de la règle, on obtient l'aspect suivant. La longueur d'onde lambda est la distance entre deux crêtes successives. Application. On mesure la longueur d'onde lambda égale et on trouve lambda est égal à 0,8 cm. Donc la mesure se fait à l'aide de la règle. Quelle est la fréquence du mouvement de la source qui permet de voir une immobilité apparente de l'onde progressive? Donc pour calculer la fréquence, on utilisera la valeur de la vitesse qu'on a déjà calculée parce qu'il s'agit du même dispositif expérimental. On n'a pas changé le dispositif expérimental. Donc la vitesse qu'on a déjà trouvée précédemment, on va l'utiliser dans cette question. La solution, on utilise toujours la relation V est égal à lambda fois N. On cherche N. N égale V sur lambda. La vitesse, on l'a déjà trouvée précédemment, 2,5 mètres par seconde. Et on remplace lambda par 0,8 cm qu'on convertit en mètres, 10-2. Et on trouve 312,5 Hz. Petit c, comparaison du mouvement de deux points du milieu de propagation. La comparaison du mouvement de M1 et M2, par exemple, ou bien M1 et M3, ou bien M1 et M4, ou bien M1 et M', etc. Comparons dans cette simulation les deux points M1 et M2. Dans cette position, ils sont en haut. Quand M1 descend, M2 lui aussi descend. Quand M1 est en bas, M2 est en bas. Donc on dit qu'ils sont en phase. Donc ils montent et descendent en phase. Comparons maintenant le point M1 et le point M3. Le point M3, c'est ce point. Ils descendent en même temps. Donc, quand M1 est en bas, M3, lui aussi, est en bas. On dit que M1 et M3 vibrent en phase. Si on compare maintenant M1, le point M1, avec M'1. M1 en haut, M'1 en bas. Lorsque M1 descend, M'1 est en haut. Donc lorsque M1 est en bas, M'1 est en haut. On dit que M1 et M'1 vibrent en opposition de phase. De même pour M1 et M'2, ou bien M1 et M'3, etc.
Donc M1 et M2 vibrent en phase, M1 et M3 en phase, M1 et M4 en phase. On remarque que la distance entre ces deux points qui sont en phase, soit lambda, ou 2 lambda, ou 3 lambda. En général, c'est K fois lambda. M1 et M'1. La distance entre les deux points, c'est lambda sur 2. Les deux points vibrent en opposition de phase. De même pour M1 et M'2. La distance entre les deux points, 3 lambda sur 2. Entre M1 et M'3, 5 lambda sur 2. Donc, en général, généralement, deux points vibrent en phase si la distance D qui les sépare est D égale K fois lambda. Deux points vibrent en opposition de phase si la distance qui les sépare est D égale 2K plus 1 lambda sur 2. Avec K, un nombre entier. 0, 1, 2, 3, etc. Quatrièmement, onde progressive sinusoïdale sonore. Petit a, définition, l'onde sonore est une onde mécanique longitudinale qui se propage dans un milieu matériel. La vitesse de propagation dépend de la nature du milieu. Petit b, détermination de la longueur d'onde sonore. Pour déterminer la longueur d'onde d'une onde sonore, j'utilise le montage expérimental suivant. Le montage est constitué d'un émetteur de son, un haut-parleur par exemple, deux microphones. Le premier micro M1 est relié à l'entrée A de l'oscilloscope. Le micro M2 est relié à l'entrée B. Lorsque le son arrive au micro, il y a visualisation du son sous forme de signal. Le signal visualisé par le micro M1, le signal du micro M2. Pour mieux comprendre l'expérience, j'utilise la simulation suivante. Dans cette simulation, on a l'émetteur de son qui est le haut-parleur, les deux micros que je vais nommer micro bleu, micro rouge. Chaque micro a son signal sur l'écran de l'oscilloscope. Bien sûr, les deux micros sont branchés aux entrées de l'oscilloscope. Deux signaux. Donc, je décale un peu le micro rouge et j'observe les deux signaux, le signal du micro bleu et le signal du micro rouge. Lorsque les deux micros sont à la même distance du haut-parleur, les deux signaux sont confondus. Quand j'éloigne le micro rouge, il y a un décalage entre les deux signaux. J'éloigne le micro rouge jusqu'à ce que les deux signaux soient en phase. Lorsque les deux signaux sont en phase, la distance entre les deux micros est la longueur d'onde lambda. Pratiquement, on peut mesurer cette distance à l'aide de la règle. Donc, quand les deux micros sont à la même distance du haut-parleur, les deux signaux sont en phase. Lorsqu'on décale l'un des micros, ils ne sont plus en phase, mais ils vont être en phase si la distance entre les deux micros est lambda, qui est la longueur d'onde. Dans le cas de cette simulation, la longueur d'onde lambda est égale à 34 cm. Et on a la distance entre les deux micros est égale à 1 lambda, c'est-à-dire lambda. Les deux signaux peuvent être en phase une autre fois quand on déplace le micro d'une distance d égale à 2 lambda. La distance entre les deux micros, 2 lambda. Et aussi pour une distance de 3 lambda. Donc quand la distance d entre les deux micros est égale à 3 lambda, les deux signaux sont en phase. On remarque dans cette simulation que le signal rouge perd d'amplitude, l'amplitude diminue, car le micro rouge s'éloigne
du haut-parleur. Maintenant, pour définir la longueur d'onde, on va dire la longueur d'onde est la plus petite distance où les deux courbes, ou bien les deux signaux, sont en phase. Petit c, application. Dans cette étude expérimentale, on obtient lambda est égal à 13,5 cm. Supposons que lambda, on l'a mesuré à l'aide de la règle et on a trouvé lambda est égal à 13,5 cm. Sachant que la vitesse de balayage Vb est égal à 0,1 millisecondes par division, c'est la sensibilité horizontale de l'oscilloscope. On obtient le signal suivant. Bien sûr, les deux signaux ont la même forme. La question, déterminer la période de l'onde sonore. La réponse, revenons au signal. La période t de là jusque là. C'est-à-dire 4 carreaux. 1, 2, 3, 4. 4 divisions. Pour calculer la période, j'utilise la relation T, la période T, égale la vitesse de balayage multipliée par le nombre de divisions, c'est-à-dire 4. Et on obtient la vitesse de balayage 0,1 millisecondes par division et on multiplie par le nombre de divisions, 4 divisions, 0,4 millisecondes. On peut aussi calculer la vitesse de propagation du son. J'utilise la relation V égale lambda sur T. L'application numérique, je remplace lambda par sa valeur 13,5 cm que je convertis en mètres. La période T 0,4 millisecondes que je convertis en secondes. Et on obtient la valeur 337,5 mètres par seconde. Grand 3, phénomène de diffraction. Petit 1, diffraction d'une onde mécanique progressive sur la surface de l'eau. Je vous explique le phénomène de diffraction en utilisant cette simulation. On a une onde rectiligne. Si cette onde arrive à un obstacle qui contient une fente, et si la largeur de la fente est inférieure à la longueur d'onde. Dans ce cas, quand l'onde dépasse l'obstacle, il devient circulaire. C'est ce phénomène qu'on appelle le phénomène de diffraction. Si la largeur de la fente est supérieure à la longueur d'onde, il n'y a pas de phénomène de diffraction. Donc, j'ai représenté là les deux cas. Dans le premier cas, la largeur de la fente, c'est-à-dire petit a, inférieure à lambda, l'onde devient circulaire, il y a diffraction. Et dans ce cas, il n'y a pas diffraction. On obtient le phénomène de diffraction si a, c'est-à-dire la largeur de la fente, est inférieure ou égale à lambda. Donc c'est la condition du phénomène de diffraction. Une remarque très importante, lors de la diffraction, l'onde conserve ses propriétés. C'est-à-dire l'onde incidente et l'onde diffractée ont la même longueur d'onde. Ils ont la même vitesse et elles conservent aussi la même fréquence. Donc, remarque, l'onde incidente et l'onde diffractée ont la même fréquence, même longueur d'onde et même vitesse de propagation. Petit 2, diffraction des ultrasons. Les ultrasons, c'est-à-dire des sons qu'on ne peut pas écouter, nous les êtres humains. La définition. Les ultrasons sont des vibrations de la même nature du son, mais de fréquence très élevée, la fréquence supérieure à 20 kHz, pour que l'oreille humaine puisse les percevoir. Petit b, mise en évidence expérimentale. Le dispositif expérimental est constitué d'un émetteur de son, un haut-parleur par exemple, qui est branché à un GBF. Le GBF, on peut faire varier
la fréquence. Un obstacle qui contient une fente. Lorsque l'ultrason en dépasse la fente, il est reçu par un récepteur. Le récepteur est relié à un oscilloscope pour visualiser l'ultrason. On peut déplacer le récepteur selon un arc de cercle. Si le récepteur est dans cette position, l'angle θ égale à 0. Dans cette étude, on règle le GBF qui est relié au haut-parleur, on le règle sur une fréquence qui est supérieure à 20 kHz. On le règle sur 40 kHz par exemple. Calculons la longueur d'onde de l'ultrason. On sait que V est égal à lambda fois n, donc lambda est égal à V sur n. La vitesse de propagation du son dans l'air est 340 mètres par seconde. Je la divise par la fréquence. Et on obtient lambda est égal à 0,85 cm. Pour obtenir le phénomène de diffraction, il faut que la largeur de la fente soit inférieure à la longueur d'onde. Donc dans notre cas, la largeur de la fente doit être inférieure à 0,85 cm. Dans cette étude, on ne s'intéressera pas à la visualisation sur l'oscilloscope, mais on peut dire on représente les variations de la tension, de la fonction de l'angle θ, on obtient des valeurs maximales et des valeurs minimales de l'amplitude des ultrasons. Donc en faisant déplacer le récepteur sur cet arc, on aura des valeurs maximales et des valeurs minimales qui signifient qu'il y a phénomène de diffraction. Quatrièmement, phénomène de dispersion. On observe ce phénomène de dispersion si le milieu est dispersif. Qu'est-ce qu'un milieu dispersif? Un milieu est dispersif si la vitesse de propagation de l'onde dans ce milieu dépend de la fréquence de l'onde. Deuxièmement, expérience. On crée une onde circulaire à la surface de l'eau. On règle la fréquence des ondes sur différentes valeurs. Et à chaque fois, on règle la fréquence du stroboscope sur la même fréquence, bien sûr là pour immobiliser l'onde. On mesure à chaque fois la longueur d'onde lambda et on note les résultats sur le tableau suivant. Donc là, on a une onde à la surface de l'eau. J'augmente la fréquence. Quand j'augmente la fréquence, remarquez la longueur d'onde. La longueur d'onde diminue. Donc pour une certaine valeur de la fréquence, la longueur d'onde, c'est cette distance, de là jusque là. Quand j'augmente, ou bien quand j'augmente la fréquence, la longueur d'onde diminue. La longueur d'onde dans ce cas, de ce point jusqu'à ce point. Dans cette étude, je prends trois valeurs pour la fréquence 20, 27, 33. On remarque que lambda diminue. Pour calculer la vitesse de propagation de l'onde sur la surface de l'eau, V est égal à lambda fois n. Je multiplie lambda fois n, c'est-à-dire 1,5 fois 20, 1,5 10 puissance moins 2. On doit la convertir en mètres et on trouve 0,3, 0,32, 0,36. On constate que quand la fréquence augmente, la vitesse elle aussi augmente. Donc on dit que l'eau est un milieu dispersif. La vitesse de propagation de l'onde varie avec la fréquence de l'onde, donc l'eau est un milieu dispersif.